Marcel Laurent, bonjour. Vous venez d'écrire chez Amazon À dire vrai, qui est une sorte d'autobiographie. Et dans votre prélude, vous utilisez une phrase qui me paraît être un peu la synthèse de votre parcours de vie. Vous allez nous en dire plus. Ce prélude cite une phrase de Spinoza. J'ouvre les guillemets. Si l'homme n'a pas le pouvoir de modeler le monde à sa convenance, il peut tailler des vers pour le voir comme il veut. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi cette phrase de Spinoza. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, je suis un adepte de Spinoza, comme beaucoup de nos frères, et parce que si l'on ne voit pas, si on ne se projette pas, eh bien, je pense qu'on a beaucoup de mal à réaliser quoi que ce soit dans la vie. Donc, il faut voir le monde comme nous le souhaitons et non pas comme on veut nous l'imposer en permanence, tout en respectant les règles, bien entendu. Vous dites dans votre ouvrage, mon père avait raison en affirmant qu'il me fallait un métier. Alors, vous avez taillé des ardoises, ensuite vous avez été boursier, vous avez été promoteur aux Antilles, vous avez été candidat politique, vous avez été pédagogue au Vietnam, communiste. Ma question, c'est quel métier ou quelle situation vous ont le plus appris? Mon père, dans le fait de travailler, il m'a enseigné dès mon plus jeune âge, puisque j'ai commencé à 12 ans sur les toits, sur les clochers plus exactement, et c'est lui qui m'a le plus appris parce qu'il m'a donné la valeur du travail. Et quand un chantier est terminé, on passe à un autre. Eh bien, c'était la même chose pour ma vie. Je suis passé à la bourse par une opportunité que j'ai développée dans mon livre. Et ensuite, je suis devenu promoteur par une autre opportunité. Et je crois que tout cela, je le dois à mon père. Alors, vous avez été aussi candidat politique, vous avez aussi été pédagogue au Vietnam, et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce qui a pu vous décevoir à certains moments dans ces métiers. C'est difficile parce que je suis un inconditionnel optimiste et c'est difficile de me décevoir. Bien sûr que j'ai eu beaucoup de déceptions intérieures, mais ce n'est pas là le sens de la vie que j'ai menée. Ce n'est pas les déceptions que j'ai retenues, c'est les expériences de chacune de ces déceptions qui m'ont amené à progresser, me remettre en question. Et ces déceptions, bien souvent, j'étais les chercher parce que je n'étais pas obligé d'aller si loin dans certaines obligations. De monter un programme hôtelier en défiscalisation, on n'est pas obligé de faire 250 chambres avec une zone en zone d'aménagement concerté. Un truc pour moi, c'était de l'hébreu complètement. Il a fallu que j'apprenne complètement. Donc les déceptions, c'était l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure. Et c'est normal. Il n'y a pas de déception, il n'y a que des expériences. Alors, de 1976 à 2000, vous avez été 24 ans dans l'obédience de la Grande Loge nationale française. Eh oui. Il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus, en particulier sur vos rencontres les plus formidables et, in fine, ce qui vous a conduit à quitter la GLNF. Oh, quelle question! Effectivement, j'ai vécu 24 ans de fraternité fantastique. J'ai eu la chance que Jean Mons, à l'époque, m'ait fait confiance comme grand maître provincial. Il m'a confié les Antilles, peut-être pas par mes qualités, mais probablement parce qu'à l'époque, chacun payait ses billets pour les déplacements. Et comme j'avais un programme aux Antilles, eh bien, ça arrangeait bien. Et comme il y avait des problèmes aux Antilles, donc ça arrangeait bien Jean Mons d'avoir quelqu'un qui prenne tout cela à sa charge. Bon. Et puis, c'était une expérience aussi là extraordinaire. Alors, mes 24 ans à la GLNF ont été d'abord marqués par Yves Trestot, Jean Mons, le grand maître de l'époque, et puis Yves Trestournel, qui a été beaucoup décrié, mais qui a permis à la GLNF de se développer d'une manière très importante. Il a créé 60 obédiences, ce n'est pas 60 loges, c'est des obédiences un peu partout, en Afrique, en Asie, partout. Je l'ai accompagné dans pas mal.
J'avoue que c'est un homme qui était un grand séducteur. Ce n'était pas un érudit extraordinaire, mais c'était un érudit de la fraternité. L'historique de la maçonnerie, et c'est là où j'ai appris que c'était important, l'histoire de la franc-maçonnerie, bien sûr, c'est important de la connaître, mais la franc-maçonnerie, son but, c'est quand même pas d'apprendre l'histoire, c'est quand même la fraternité. Et Yves Trestournel avait un cœur extraordinaire. Et où les intellectuels ne passaient pas, lui passait à tous les coups parce que tout le monde le comprenait. Et avec Jean Mons, à ses côtés, ou plutôt en étant à côté de Jean Mons, lapsus révélateur, j'ai appris une chose qui est importante, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose en maçonnerie, il faut savoir dire, et je cite Jean Mons, dans ton fluide de science, mon frère, je n'ai pas trouvé d'eau fraîche. Et ça, c'était la façon Jean Mons et la façon Trestournel de ramener les choses à leur juste valeur et que chacun comprenne. Parce que bien souvent, les grands érudits ne se mettent pas à la place de l'apprenti qui vient de rentrer, qui vient chercher quelque chose et qui ne trouve pas parce qu'ils ont besoin de comprendre. D'autant plus aujourd'hui, il y a 40 ans, c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, on trouve tout sur Wikipédia. Il n'y a pas de problème, sauf la vraie maçonnerie du cœur, la maçonnerie du sentiment. Et c'est pour ça que nous avons créé cette GLCS, parce que la Grande Loge des cultures et des spiritualités est avant tout une obédience familiale. Et on peut nous reprocher que ce soit familial, mais pour nous, c'est une force. Alors, vous avez fait un lien direct avec ma quatrième question. Création de la Grande Loge des cultures au pluriel et de la spiritualité au singulier. Alors, expliquez un peu, s'il vous plaît, pourquoi ce pluriel pour les cultures et ce singulier pour spiritualité. Ça parle tout seul. Les cultures, parce que nous sommes ouverts à toutes les cultures, y compris les cultures religieuses, sans aucun problème, puisque nous avons souhaité qu'à la GLCS, les 3 livres des 3 religions monothéistes soient présents dans le coffre des serments. Et en plus, nous avons ajouté un livre blanc pour les philosophies théistes. Donc, en partant de là, le nom coule tout seul parce que ça fait partie vraiment des racines de la GLCS. Nous recevons et nous souhaitons dialoguer sur toutes les cultures, mais pour nous, il n'y a qu'une seule spiritualité. Et c'est le grand architecte de l'univers qui rassemble plutôt que le Dieu de chacun qui divise et au nom duquel on a fait toutes les guerres. Alors, est-ce qu'il y avait un Dieu de chacun à la Grande Loge nationale française pour l'avoir quitté? Et pourquoi passer de la Grande Loge nationale française à la fondation de cette nouvelle obédience? Vous voulez me pousser dans le coin le plus secret, dans le sens que j'ai été très heureux à la GLNF et je n'avais aucune raison de la quitter. Mais comme Trestournel le souhaitait, comme Yves Trestournel le souhaitait, mais avec le blocage de la franc-maçonnerie régulière, entre guillemets, puisque nous sommes tous des maçons réguliers, et en plus, quand on a été initié à la GLNF, on ne devient pas irrégulier du jour au lendemain parce qu'on a changé d'association. De la même façon que la façon que les obédiences en général travaillent et les ateliers en particulier, tous les maçons sont réguliers pour moi. Même pour ceux qui veulent aborder les sujets politiques, ça les regarde, puisque en France, la maçonnerie est plurielle. Donc, j'ai quitté la GLNF, ce n'est pas pour cela. Je souhaitais vraiment la mixité, mais à un moment donné, il y a eu un désaccord. J'étais plus en accord avec le nouveau grand maître qui a été élu et la direction de la GLNF ne correspondait plus à mon attente. Et donc, je n'acceptais pas, au prétexte d'avoir des fonctions au sein du souverain grand comité, comité directeur de la province des Dom-Tom au départ, puis uniquement de la Caraïbe ensuite, je ne souhaitais plus continuer
uniquement pour les honneurs parce que je perdais mon âme. Et je n'étais pas en accord avec la direction, donc j'ai simplement dit que je n'étais plus en accord et c'est tout. Mais je respecte cette obédience car j'y ai connu beaucoup, beaucoup de bonheur. Et j'ai créé la GLCS parce que je souhaitais une obédience mixte, théiste philosophique, parce que la GLNA, il fallait croire en un Dieu révélé, que je ne critique pas du tout. Mais nous souhaitions que le Dieu de chacun, que chacun porte dans son cœur, puisse être exprimé et puisse permettre des échanges en loge dans le respect de tous. On ne demande pas le nom de baptême en rentrant à la GLCS, on demande simplement, croyez-vous en une force suprême? Et pour nous, cette force suprême, c'est le grand architecte de l'univers. Est-ce que l'avenir de la maçonnerie, selon vous, c'est un avenir chrétien, chevaleresque? J'ai compris dans votre ouvrage que vous aviez été initié chevalier de Malte, école du bonheur en temps de crise. Et que penser du matérialisme affairiste de notre époque et de l'individualisme généralisé? La franc-maçonnerie est un pare-feu à ces perversions de notre société actuelle. Et je pense que la maçonnerie, pour reprendre ce qui a été dit depuis longtemps, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien, je crois que l'avenir de la franc-maçonnerie, c'est la spiritualité. Une franc-maçonnerie sans spiritualité n'a pas de sens. On a la possibilité d'appartenir à tous les clubs philosophiques que l'on veut ou les cours par correspondance de ce que l'on peut cliquer. Par clic, on a un peu tout, mais on n'a pas le sens de la maçonnerie dans la spiritualité, dans la croyance en soi, dans le développement personnel, de vouloir développer ses vertus et combattre les vices. C'est aussi simple que ça à dire, mais beaucoup plus difficile. Difficile à faire. Et notre vie ne suffira pas. Et c'est pourquoi la GLCS, nous avons souhaité dès le départ qu'elle soit du 1er au 33e degré. Et non pas pour faire des illustres frères, mais pour que les frères et les sœurs, ensemble, progressent sur leur chemin initiatique. La maçonnerie peut l'accompagner, mais sans la volonté de vouloir, personne n'est initié. Quel que soit le degré, il faut la volonté, et c'est là que la maçonnerie a un rôle important à jouer dans l'exemplarité de ceux qui sont les aînés. Et ça, c'est vraiment un cheval de bataille important, la GLCS, parce que d'expliquer à un apprenti, tu sauras ça plus tard, ça n'existe pas. Au premier degré, tout est dit. Tout est dit au premier degré, il faut apprendre à le déchiffrer. Et on est là pour accompagner ce déchiffrage. On n'est pas là pour changer les gens, on est là pour nous changer. Et en expliquant aux autres, on s'enrichit énormément. Voilà pourquoi nous avons fait la GLCS et voilà pourquoi nous pensons que l'avenir de la maçonnerie, dans son ensemble, c'est la mixité, d'abord, en tout premier, parce qu'on ne peut pas écarter 52% de la population. Mais en plus, c'est la spiritualité. Sans le grand architecte de l'univers, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, Marcel Laurent, merci pour cet ouvrage, merci pour la fondation de cette obédience innovante et à très bientôt.